J'ouvris la porte qui menait à la cave. L'escalier était rude. Il m'était arrivé plus d'une fois de faire tomber les repas. Je comptais les marches en allant. 16. Je le savais bien qu'il y en avait 16, mais je ne pouvais pas m'empêcher de les compter à chaque fois, des fois qu'il y en aurait une qui manquerait. Cette pensée me fit sourire, comme souvent. Arrivé en bas, je le posai sur la desserte. Je connaissais cet endroit par cœur, et je crois même que je m'y sentais bien. Devant moi, il y avait un couloir éclairé par 3 ampoules qui pendaient au bout d'un fil. D'un côté et de l'autre se trouvaient 2 cellules presque identiques. On ne pouvait pas les louper. Chacune mesurait environ 3 mètres sur 3, des cubes. On y trouvait à gauche un lit avec des barreaux en guise de tête et de pieds, avec une couette assortie à une serviette. Ma maman, elle me disait toujours que c'était plus joli quand la serviette et la couette étaient pareilles, et que rendre les choses le plus jolies possible, eh bien, ça ne coûtait pas un sou, et ça faisait toujours plaisir. De l'autre côté se trouvaient les toilettes, une douche et un lavabo. Un petit tabouret était posé près du lit, à côté d'une table de chevet. Il y avait dessus 4 ou 5 gobelets en plastique. Au fond de la cellule de droite, il y avait une ouverture en carreaux de verre qui donnait sur l'extérieur avec une petite grille d'aération tout en haut. On y voyait le début du tilleul, l'herbe, la montagne et le ciel. J'étais sûre qu'en y mettant le nez, on pouvait même sentir l'air frais. Le père y disait qu'on pouvait devenir fou si on ne voyait jamais la couleur du ciel. Alors il avait construite cette ouverture. Il n'y avait aucune intimité ici. Normal, il n'y avait rien à cacher non plus. D'ordinaire, il y avait une fille par cellule. Les filles, elles étaient choyées. Elles avaient une chemise de nuit que je changeais tous les 2 jours et une culotte quotidienne. Je leur brossais les cheveux au début, et puis après, je leur laissais une brosse sur le lavabo à côté du dentifrice. Sur la table de chevet, il y avait une télécommande pour la télé qui se trouvait dans le couloir accroché au plafond près du mur. Le père, il l'avait placée de telle façon qu'elles pouvaient la voir de leur lit. Il aimait que les filles puissent regarder la télé, surtout au début quand elles arrivaient. Elles guettaient la moindre info qui parlait d'elles, et elles voyaient que plus les jours passaient, moins elles y étaient présentes. Ça suffisait à les adoucir. Une fois par semaine, je m'occupais de leurs poils, les bras, les jambes et tout le corps. Le père, il achetait des bombes spéciales épilation. Il y avait juste à vaporiser, à attendre que le boulot se fasse, puis à rincer à la douche. Au début, j'étais obligée de les attacher pour le faire, parce qu'elles se débattaient comme des diablesses. Mais après quelques jours, elles se laissaient faire sans broncher. Quand elles étaient sèches, je leur mettais de la crème, celle qui sent bon, qu'on met pour le bébé. J'aimais cette odeur. Le père, lui, il aimait juste que les filles soient propres. Magali, bonjour. Donc, c'est un extrait de ton roman, de ton thriller que nous venons d'entendre, qui s'appelle La cave aux poupées. Donc, on est ravis de t'accueillir aujourd'hui dans le cadre des nuits de la lecture. Donc, 3 fois programmée, 3 fois reportée cette séance de dédicace. Okay. Donc, ton roman est sorti en mars 2019. 2020. Donc, 2020, mais en fait, cette année était tellement... on peut le dire, enfin, on ne dirait pas d'autres mots. C'était pas forcément la bonne date pour sortir un roman, mais je crois que tu as rencontré malgré tout un gros succès. Donc, tu es habitué de nos locaux puisque tu habites Conty. Et c'est la première fois que l'on te reçoit en tant qu'auteur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton métier, de tes passions, avant qu'on entre dans le vif du sujet? Oui, écoute, tout d'abord, bonjour. Moi, je m'appelle Magali Collet, je suis professeure d'éducation musicale et de chant choral au collège de Conty. Et je suis aussi musicienne, pianiste, je chante et j'écris. Donc voilà mes passions. Je suis très attachée à Conty puisque j'y habite depuis un certain nombre d'années. Mes enfants ont fait toute leur scolarité ici et j'y enseigne maintenant. Alors, donc, on a reçu aussi, parce que dans ta biographie, on peut aussi préciser que ta maman est auteure aussi. Oui. Donc, on a eu la chance de la recevoir 2 fois pour ses publications. Donc,
l'écriture, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans la famille. Donc, professeur de musique qui écrit La cave aux poupées, un roman qui va nous entraîner dans les ténèbres de la séquestration, donc avec Manon, qui est une jeune fille qui n'est pas vraiment comme les autres. Elle vit coupée du monde, seule avec son père, donc le père. Alors, on va dire seul, mais pas tout à fait. Ce père est un tueur et violeur en série de jeunes filles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sans dévoiler tout ton roman ? Alors en fait, ce thriller est noir, très noir, mais je ne l'ai pas du tout écrit dans cette optique-là. Pour moi, c'était au contraire quelque chose d'extrêmement positif. Parce que je voulais démontrer, je voulais essayer de voir si dans une situation horrible, il ne pouvait n'être que du mal, que du mauvais. Si on n'a pas eu d'éducation, ou si nous avons de mauvais exemples, devenons-nous mauvais nous aussi. Et puis, donc, je me suis posé la question, j'ai dit, ben voilà, imaginons qu'il y ait un homme qui enlève des jeunes filles. Ça, c'est hélas très souvent produit. Et si cet homme avait une fille qui avait été élevée dans ce milieu-là, comment pourrait évoluer cette fille? Donc au départ, je n'avais pas spécialement envie d'écrire un thriller. Je voulais écrire simplement l'histoire de Manon. Donc raconter son histoire. Effectivement, vivant dans un univers horrible, il n'y a pas d'autre mot, ça ne pouvait être qu'un texte sombre. Mais je ne l'ai pas écrit au départ dans cette optique. Donc voilà, donc elle vit avec son père, elle s'occupe des jeunes filles, elle les nourrit, elle les lave, elle les soigne quand elles sont malades et elle les prépare pour que le père les utilise comme bon lui semble. Donc cette jeune fille, donc, elle ne connaît que son père. Elle a été séquestrée depuis toute petite. Donc la seule référence qu'elle a, effectivement, c'est ce père, ce bourreau, qui va lui transmettre, malheureusement, comment on peut dire ça, son vice. Son vice, et voilà. Puis elle sait que ce qu'elle vit, elle sent que ce qu'elle vit n'est pas normal, parce qu'elle a accès à la télévision. Elle voit bien que tout ce qu'on montre à la télé n'est pas ce qu'elle vit. Quand on regarde les émissions, les jeux télévisés, même au niveau des informations, rien ne reflète exactement ce qu'elle vit au quotidien. Donc elle parle très souvent de la vraie vie de la télé et de la sienne. En parlant de télé, donc moi, on en a échangé plus d'une fois, mais je me dis qu'en fait, ce thriller qui est vraiment... on en dedans, moi je te disais, en fait, quand elle descend l'escalier, je l'entends descendre l'escalier, quoi. Je lis la ligne, je l'entends, j'entends le bruit des portes. Est-ce que tu as déjà eu des retours en ce sens ? Et je me dis que ça pourrait être une adaptation cinématographique, pourrait vraiment être jouable sur ton roman. Est-ce qu'on t'en a déjà parlé ? Alors, mis à part mes enfants qui sont mes plus grands fans, disons que c'est vraiment ce que je voulais faire. Mais le personnage de Manon m'a vraiment habitée pendant tous ces mois. C'est-à-dire qu'en écrivant à la première personne, je m'endormais dans la peau de Manon, je réfléchissais, j'écrivais surtout la nuit, donc je réfléchissais comme Manon, j'avais l'impression de devenir Manon quelquefois. Donc j'imagine que ça a pu aider à renforcer cet aspect. Et le fait aussi que ce soit un huis clos, je pense que ça renforce... on ne sort pas de cette maison, quoi. Puis la cave, on la voit, on y est. On a les odeurs, on a tout. Vraiment, moi, vraiment, c'est un livre qui m'a... déjà, j'étais quand même stupéfaite de voir ce que tu pouvais écrire, parce que t'es la douceur incarnée, donc voilà. Mais c'est vraiment un livre qui prend aux tripes, et je me dis, voilà, comment tu as pu avoir cette idée de père, connaissant en plus ton papa, qui est la joie de vivre. Je me dis,
les parents d'élèves, comment ils ont accueilli en fait ce personnage, parce que ça a été lu forcément bien sûr, j'imagine, par des parents d'élèves. Donc c'est quand même, tu as pris des risques quand même en te dévoilant La sur chance un pareil roman. que j'ai, c'est que les parents d'élèves me connaissent. Je travaille au collège depuis quelques années maintenant, donc on se voit. Contis n'est pas très grand, donc on se côtoie par la force des choses. Donc j'essaye de cloisonner, et j'ai essayé de cloisonner un maximum, c'est-à-dire que ce roman, je n'en ai jamais parlé, ni même à mes collègues. Donc j'imagine qu'ils savent que j'écris, donc j'en ai jamais parlé à mes collègues. Dès qu'un élève me faisait une allusion, ou en fait je lui dis écoute, tu sais très bien que je n'ai jamais parlé de ma vie personnelle au collège et on va continuer. Donc je pense que les parents d'élèves, les élèves et moi-même maintenant, nous faisons vraiment la part des choses. J'ai ma vie au collège et j'ai ce que je fais en dehors. Certains aiment courir, certains sont des créatifs. Et moi j'écris, donc c'est ce que je fais quand je rentre chez moi. Alors quand tu écris, donc tu écris beaucoup de choses, on y reviendra après. Comment tu travailles t'as une idée qui germe, tu la développes après, ou tu as plusieurs idées qui jaillissent, tu tries, est-ce que tu as un processus de création, notamment pour l'écriture là en particulier d'un roman? Alors en fait au départ c'était une nouvelle, c'était pour un concours sur un site d'écriture, et puis il m'est vite apparu que ce serait plus grand qu'une nouvelle, donc j'ai continué pour voir jusqu'où ça allait me mener, mais sans rien connaître véritablement à l'écriture d'un roman, sans plan, je savais plus ou moins, je connaissais la fin, mais il fallait que je crée au fur et à mesure, donc c'est ce que j'ai essayé de faire, mais c'est vrai que j'ai une imagination débordante. Ce que j'aimais faire avant toute cette période un peu bizarre, moi, un de mes plus grands plaisirs, c'était d'aller à Paris, parce que je suis une amoureuse de Paris, de m'asseoir à une terrasse de café, et puis de regarder les gens passer et d'essayer d'imaginer leur vie, alors leur vie de façon hyper positive, ou alors au contraire leur vie du côté sombre. Moi je suis une contemplative, je m'assieds, je regarde les gens. Donc je ne le fais qu'en région parisienne, ou qu'à Paris, parce qu'ici les gens me prendraient un peu pour une folle de m'asseoir en terrasse. Après tu peux t'asseoir dans le bois de Conti, oui, et ce serait attendre pas plus, que je ça pense passe, que je verrai les gendarmes arriver très rapidement, mais voilà, donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait de la vie, oui. C'est vraiment, j'ai une imagination débordante, parce que voilà, heureusement, je ne côtoie pas de telles personnes dans mon entourage. On espère aussi. Et puis voilà, et je voulais m'intéresser à Manon parce que c'est une femme, et je m'aperçois que même dans ce que j'écris, ce sont toujours des femmes qui sont au centre de tout. Parce que je trouve que les femmes sont... je les admire, qu'elles sont fortes, qu'elles ont une capacité de résilience, mais qui est pratiquement infinie. Et voilà, et c'est vrai que je m'intéresse aux femmes. Écoute, là, moi, les retours, nous, forcément, depuis un an, on a quand même réussi à présenter ton ouvrage aux adhérents qui, malheureusement, auraient voulu te rencontrer, donc ils vont devoir se contenter d'un podcast pour l'instant. Tu as fait quelques salons quand même? Tu as réussi à rencontrer un peu ton public ou... Je n'ai fait aucun salon, tout a été annulé. J'ai fait quelques séances de dédicaces en librairie, pas beaucoup, peut-être 3. Ça reste vraiment... j'ai l'impression d'être l'auteur qui a sorti un livre, mais que personne n'a jamais vu, donc oui, j'existe. Mais je n'ai pas eu encore... C'est vrai que je commence maintenant... ça commence à devenir frustrant. J'ai vraiment envie de rencontrer, de pouvoir en discuter, d'avoir des ressentis directs, parce que j'en ai par mail, mais c'est pas pareil. Ouais, t'as pas d'échange physique. Non. Alors, à l'heure où on enregistre, on ne sait pas si on pourra faire un présentiel dans 15 jours, donc je l'espère, je te le souhaite. Mais de toute façon, le présentiel ici n'est que partie remise, parce qu'on arrivera bien un jour à se le refaire. Parce que tu as écrit ce thriller, mais tu écris aussi des poèmes que l'on peut trouver sur ton blog.
Des billets doux, pour toi, qu'est-ce que ça représente l'écriture ? L'écriture, alors j'ai toujours écrit, enfin aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu des tas de petits carnets, je notais des choses, enfin quand je relis, mais des choses mais très mauvaises, voilà. Depuis 2012, je suis administratrice d'un site d'écriture et de poésie. Nous avons maintenant, j'ai regardé ce matin, il y avait 13 800 membres. Tu peux citer le site. Donc c'est La Passion des poèmes. C'est un site québécois. Donc je suis partie de l'équipe de 4. Donc il y a 4 administrateurs dont je fais partie. Et c'est une grosse machine, mais c'est vrai que j'ai pu explorer la poésie classique, les formes fixes, les formes libres. Et puis, par le biais d'exercices d'écriture, me mettre à la nouvelle. Donc, j'ai écrit un certain nombre de nouvelles. Et puis, j'ai commencé, grâce à ce site, à l'histoire de la cave aux poupées. D'accord. Donc là, tu as une nouvelle qui est parue récemment aussi ? Oui, Destin. Destin, c'était une nouvelle que j'avais publiée sur ce site. Et puis, en parlant avec mon éditeur, donc les éditions Tornada, je leur ai proposé, parce qu'ils proposent régulièrement des nouvelles gratuites à télécharger. Donc, il a aimé, mon éditeur a aimé cette nouvelle, et donc maintenant elle est disponible sur le site des éditions. Donc c'est pas mal aussi. Ouais. Ça permet aussi aux personnes d'appréhender peut-être mon écriture, de voir si ça leur plaît ou pas, avant de se lancer. Et comment on provoque cette rencontre avec les éditeurs, avec ce côté en fait, l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire la recherche d'éditeurs. Comment on reçoit aussi. Est-ce que tu as eu des rejets par certains éditeurs ? Comment tu as rencontré donc les éditions Tornada, pardon. Alors, en fait, n'y connaissant absolument rien, j'ai tapé dans mon moteur de recherche, donc sur Google, j'ai marqué éditeur de thriller ou éditeur de polar. Alors, j'ai eu toute une liste énorme. Donc, j'ai commencé par faire imprimer mon manuscrit. Donc, et puis à l'envoyer aux grandes maisons d'édition. J'ai eu très très rapidement, 15 jours après, une magnifique lettre de refus. J'ai été extrêmement vexée, bien sûr. Et puis j'ai retravaillé mon roman, et ensuite j'ai choisi des maisons d'édition qui acceptaient les envois par mail, pour des raisons strictement financières. Bien sûr. Et puis donc j'ai fait un certain nombre d'envois, peut-être une trentaine. Je pense, oui, peut-être une trentaine d'envois. Et puis j'ai eu une réponse après quelques mois, donc des éditions Tornada. J'étais vraiment folle de joie. Et quelques jours après, il y a une autre maison d'édition aussi qui m'a approchée pour ce même roman. Donc là, je me suis dit, ok, ça vaut quand même quelque chose. Et je m'étais toujours dit que je signerais avec les premiers. D'accord. Et donc, je suis chez Tornada, et je ne le regrette pas, parce que c'est une maison d'édition qui est familiale. Ils sont basés à Nice. Et je suis chouchoutée, quoi. Dès que j'ai un problème, une incompréhension, je les appelle. Enfin, voilà, le contact se fait. Petite maison d'édition très proche de ses auteurs. Ah oui. D'ailleurs, quand on en discute, on s'appelle nous-mêmes la team Tornada. Dès qu'il y en a un qui a une interrogation, les autres auteurs sont là, et ça fait du bien. Ils m'ont vraiment accueilli dès le départ, sans même me connaître, parce qu'on n'a pas pu se rencontrer. Et ils sont toujours de très très bons conseils. Alors, une question aussi technique, ton roman est sorti en poche, format poche. Donc, comment c'est décidé, poche, brochet ? Est-ce qu'il y a des critères ? Alors en fait, le côté professionnel, non, c'est Tornada. C'est une maison d'édition qui ne fait que du poche. Et finalement, je me suis aperçue que c'est pas plus mal, parce que les livres, c'est vrai que ça a un coût. Mettre 18 ou 24 euros dans un roman pour un auteur inconnu, c'est déjà un pas plus difficile à franchir. Et là, c'est vrai que ce sont des livres qui sont toujours autour d'une dizaine d'euros en format poche, donc c'est pratique. Et puis, ça convient très bien à ce que j'écris. Donc, D'accord. Après, c'est vrai que le format poche, c'est quand même...
c'est quand même agréable à lire, ça s'emporte partout. Voilà. Puis comme ça fait un peu peur, on peut vite le ranger, le ressortir quand on a respiré un petit peu. Parce que il faut quand même le dire, il faut quand même prévenir les gens, les futurs lecteurs, qu'il y a quand même quelques passages qui sont assez rudes. Oui. Et, mais c'est plein de sentiments, de ressentis. Et moi, j'ai vraiment l'image de fin. Alors, je ne vais pas la dévoiler, mais quand les lecteurs la découvriront, j'étais vraiment assise à côté de sa jeune fille sur la dernière scène. Et je la vois, elle est là. Et donc, je me dis, oui, c'est ton écriture, elle est vraiment d'une grande sensibilité. Je sais pas, je lis quand même beaucoup et les retours qu'on peut aussi en avoir, c'est qu'effectivement c'est du réel, quoi. On y est. Donc je sais pas ce qui nous attend dans ton prochain. Oula. Il me semble que alors ce premier roman qui est quand même un succès, parce qu'il me semble que tu as des chiffres à nous donner. Les chiffres sont très très bons puisque il y en a eu environ 3500 qui ont trouvé des lecteurs. Donc, je suis agréablement surprise, très très contente. Alors, acheter, parce qu'en fait, tu as la chance d'avoir des bibliothèques qui vont promouvoir ton ouvrage et donc ça serait intéressant d'ailleurs de savoir, de connaître en fait le nombre d'emprunteurs. Donc, dans les bibliothèques, on peut faire ça. Oui. Donc, à ajouter à tes lecteurs. Donc, un succès. Est-ce que tu t'attendais à vendre autant ? Non. Non, pas du tout. Bien sûr, j'avais cherché des chiffres sur Internet. Combien peut-on espérer vendre de livres pour un premier roman ? Et puis, donc, je m'étais dit, OK, si j'en vends 600, je serais vraiment heureuse. Ah oui, alors, quand je commençais vraiment à rêver, j'ai dit, OK, 800. Je monte un peu, les 1000 voilà. C'est pas mal. Non, 1000, c'était mon mari qui, lui, allons-y. Mais non. Vraiment, ça a été une très très bonne surprise. Et je rappelle ça en période, période sans promotion, sans salon, sans rencontre. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'il n'a pas encore un an d'existence. Donc il va continuer, j'espère, à grandir. Et la suite ? Il me semble qu'il y a quelque chose qui se prépare. Eh bien, ça y est. Aujourd'hui, j'ai signé mon contrat pour une seconde parution. Donc, je pense courant 2021, fin 2021 au début 2022. Toujours dans le thriller. Toujours un thriller ? Noir, très très noir. Alors là, je ne sais pas. Plus noir que ça. J'ai peur. Pas du tout les mêmes. Je change de tout au tout. Hein. On n'est plus du tout dans le huis clos. On n'est plus avec des adolescents. Là, on sera dans un monde d'adultes. Donc, j'ai terminé ce roman. Donc, j'ai signé le contrat. Donc, il sera publié. Puis là, j'entame déjà les recherches pour le suivant. D'accord. Ça y est, donc, la machine est partie. On va plus l'arrêter. J'avais toujours... j'avais 5 idées en plan, donc sur mon ordinateur. Et puis, il y en a une qui a commencé à me titiller un peu plus. Donc, voilà. D'accord, donc ça s'enchaîne. On a pour de la le chance. moment, on a vraiment de la disons chance. que... pour le moment, après, je verrai bien, je laisse aller. Je sais que je fonctionne souvent par période. Donc, je suis dans ma période d'écriture. Et puis... je suis assez excessive en tout. C'est-à-dire que quand je lis, quand je suis en période de lecture, je ne dors pas la nuit pour finir mes livres. Donc, je les termine sur les coups de 4h ou 4h30 du matin. Et puis, quand j'écris, c'est pareil. C'est vraiment par période. D'accord. Écoute, donc, on aura la chance de t'accueillir en présentiel, on espère, en fin d'année pour ta deuxième parution. Et puis, on parlera de la cave aux poupées à ce moment-là. Donc, on a vraiment la chance de t'avoir sur notre territoire et en plus, de te connaître et de pouvoir faire des passerelles comme ça. Donc, on a aussi un projet, nous, sur notre territoire de Salon du Livre. Donc, on espère que celui-ci pourra se faire. Donc, tu seras bien sûr invité... pour tes séances de dédicace, donc peut-être ça sera ta première rencontre, j'espère qu'on aura avant quand même, parce que vu la date. Donc je te remercie beaucoup Magali de ta Merci venue. À toi. Et puis on suit ça avec attention, j'ai vraiment hâte de lire le prochain.
Donc je sais qu'on aura la chance de l'avoir vite, Oui. quand il sera dans les presses. Et puis, on te dit à bientôt. Bonne continuation. Merci. Merci. À bientôt. J'aimais les jours de la semaine du lundi au vendredi. Le père, il partait travailler et je pouvais regarder la télé. On y passait toujours des choses formidables. Des jeux, des séries et, au moment de Noël, de très jolies histoires qui me faisaient espérer qu'un jour peut-être j'aurais un vrai amoureux qui m'emmènerait loin de cette merde. Parce que je le voyais bien, dans la vraie vie de la télé, personne ne vivait comme nous. Ces jours-là, je mettais le réveil pour ne pas oublier de nourrir les filles, parce que sinon, c'était la raclée assurée. Mais aujourd'hui, le père n'était pas là, et ça, c'était juste bien. Ça faisait presque 10 jours que l'autre fille était partie, et je respirais enfin. J'aimais qu'il n'en reste qu'une. 2 filles, c'était 2 fois plus de travail, 2 fois plus d'insultes, de coups parfois, de ménage, de repassage, d'aller-retour, 2 fois plus d'emmerdes, quoi. Mais aujourd'hui, j'avais des heures pour moi, rien qu'à moi.